pour démarrer gentiment et la suite. Allez-y, Emmanuel. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis bien ravi d'être avec vous ce midi pour cette restitution de résultats. Je partage mon écran. J'aurais simplement besoin d'une confirmation selon laquelle vous voyez tous correctement mon écran. C'est bon. C'est bon. Et par ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre quand Monsieur le Président François Bonneau sera disponible et souhaitera intervenir, puisque moi, je vous perds de vue. De fait, je ne vois pas s'il y a des réactions. En revanche, je les entends. Alors, bienvenue pour cette restitution. Claude le disait en propos introductifs. On s'appuie ici sur un dispositif d'enquête qui vise à évaluer la qualité d'expérience des visiteurs en séjour dans votre région, en Centre-Val de Loire. Je vais commencer par dire quelques mots de méthode, de cible interrogée, et puis on rentrera rapidement dans le vif du sujet à travers la satisfaction des visiteurs en séjour, des indicateurs clés de performance, et puis on rentrera dans le détail de l'ensemble du parcours visiteur, thématique par thématique, pour objectiver les atouts, les faiblesses concurrentielles de la région vis-à-vis d'un certain nombre de normes de référence. Je prendrai du temps pour synthétiser les résultats, conclure, délivrer quelques préconisations, et puis on gardera 10 minutes de temps d'échange pour prendre vos réactions, vos questions, vos témoignages sur tout ce qui peut favoriser la qualité d'expérience des visiteurs en séjour sur vos territoires. 35 minutes de restitution sont prévues au total sur ce projet. Alors, le dispositif, il s'appuie donc sur le TravelSat Index, qui est l'enquête de référence mondiale indépendante qu'on a lancée au sein du cabinet MMJY TCI Research en 2010 et qui a été primée dès 2011 par l'Organisation mondiale du tourisme et qui vise à évaluer la qualité d'expérience, qui est endossée par un certain nombre d'organismes qui font autorité en matière de tourisme. C'est le cas de la Commission européenne. C'est aussi un dispositif qui est décliné à l'échelle des États. Atout France souscrit au TravelSat Index et puis un certain nombre de régions, de départements ou de métropoles. On s'intéresse ici de près à l'expérience des visiteurs parce que c'est le critère qui influence le plus l'expérience, qui permet aussi de recruter de nouveaux visiteurs à travers le bouche à oreille, la réputation des destinations. Et ça vise à évaluer une soixantaine de critères au total qui couvrent l'ensemble du parcours des visiteurs et ce, en situation concurrentielle, c'est-à-dire par rapport à des normes et à des points de comparaison qui permettent d'interpréter correctement l'ensemble des données. Ainsi, chacun des visiteurs interrogés s'exprime sur la qualité du séjour vécu sur votre destination, la satisfaction générale, la propension à recommander la destination, l'intention de revisite, le rapport qualité-prix d'un séjour, et puis on descend ensuite sur un certain nombre de verticaux dans les hébergements, dans la restauration, en matière de transport, d'activités culturelles, de shopping, de patrimoine, d'information des visiteurs, que ce soit dans des points d'accueil physiques des offices de tourisme ou digitaux à travers des services numériques, en termes d'environnement, d'accueil de la population locale ou de sentiment de sécurité, par exemple. Donc une soixantaine de critères qui sont collectés dans cette étude. Et on travaille ici sur un échantillon d'un peu plus de 2500 enquêtes au total qui ont été menées auprès de visiteurs à la fois français et des clientèles internationales qui ont passé au moins une nuitée sur le territoire de la région Centre-Val de Loire, quel que soit le motif. Ça peut être un motif d'agrément, qui est la grande majorité, un motif d'affaires ou aussi des visiteurs qui viennent pour des motivations affinitaires, c'est-à-dire rendre visite à la famille ou aux amis sur le territoire. Pour effectuer ces enquêtes, on s'est appuyé sur un double dispositif. D'une part, à travers des recrutements que l'on opère au sein du cabinet par vague trimestrielle, où on identifie des individus qui ont passé au moins une nuit en dehors de leur lieu de résidence habituel. Si c'est le cas, si c'est en France et si c'est dans la région Centre-Val de Loire, alors ces individus devenaient éligibles pour la passation du questionnaire. Ça a permis de
recruté un peu plus de 400 enquêtes. Et puis, il y a eu également des collectes de contacts opt-in par les offices de tourisme qui ont été mobilisés dans le cadre de l'étude, de même que les agences de développement touristique, les ADT. Et je remercie grandement ADT et offices de tourisme pour leur contribution tout au long de l'étude qui s'est étalée de Pâques à la Toussaint, effectivement, 2024. Et ça a permis de générer plus de 2000 enquêtes avec un maillage territorial tout à fait intéressant. Le questionnaire, il dure une dizaine de minutes en administration. Il est disponible en 13 langues au total pour couvrir à la fois le marché domestique, mais aussi vos principales clientèles internationales émettrices de visiteurs sur votre destination. Et c'est un questionnaire qui est standardisé. C'est le prérequis, naturellement, dès lors qu'on veut faire des comparaisons avec d'autres destinations. En l'occurrence, donc on parle bien de touristes ici, pas d'excursionnistes, ça veut dire au moins une nuitée sur le territoire. C'est 77% de visiteurs français, 23% de visiteurs étrangers. Pour vos clientèles principales étrangères, c'est les Néerlandais, le Royaume-Uni, les Allemands, les Belges et les Espagnols notamment. Et on a décliné les analyses au-delà du total échantillon qu'on va regarder aujourd'hui, du total représentatif du visitorat, sur un certain nombre de segments qui ont été retenus pour ventiler les résultats, le marché domestique, les clientèles internationales, ou en fonction des motivations de séjour, notamment des individus qui viennent sur votre territoire avec une motivation à dominante patrimoine culturel, ou ceux qui pratiquent naturellement l'itinérance à vélo, c'est un gros segment pour la destination Centre-Val de Loire. Également, on a décliné les résultats en fonction de zones infrarégionales qui sont partenaires sur l'étude. C'est le cas pour le Val-de-Loire, pour le Berry, pour l'Eure-et-Loire, la Touraine et le Loiret, qui offrent davantage de granularité dans l'interprétation des données et évidemment des différences de perception qui peuvent exister au sein des visiteurs. Tous les résultats vont être comparés avec deux normes de comparaison. D'une part, la norme France, qui est la moyenne agrégée des 13 grandes régions françaises métropolitaines, pour avoir une vue d'ensemble et de comparaison à la France, et puis une norme concurrentielle adaptée, ici qu'on a définie avec l'Observatoire du tourisme, les équipes de Claude et Christophe Bordier, que je remercie aussi vivement pour leur contribution et leur soutien tout au long de l'étude. Destination concurrentielle, la Bretagne, la Normandie, et on exclut les séjours à dominante balnéaire, la Bourgogne, le Périgord, la Dordogne et l'Alsace. Là aussi, on enlève les séjours exclusivement à dominante montagne. Il s'agit ici d'un périmètre resserré qu'on n'a pas choisi au hasard. Ce sont les destinations avec lesquelles les visiteurs en séjour en Centre-Val de Loire hésitent au moment de la prise de décision et du choix de la destination. Donc c'est un choix qui est éclairé et qui vient des visiteurs en Centre-Val de Loire. Donc toujours ces deux niveaux de comparaison sur l'ensemble des résultats. Ça, c'est pour la partie introductive et je vous propose à présent qu'on passe à la satisfaction détaillée des visiteurs dans la région. On va commencer par comprendre quels sont les critères qui pèsent le plus dans l'expérience des visiteurs, pas spécialement en Centre-Val de Loire. Ici, on est toute destination en France, mais c'est important de comprendre comment se construit la qualité d'expérience d'un séjour. Et vous allez voir à travers ce classement, qui sont des indices de corrélation en réalité de grandes thématiques, c'est leur contribution et l'intensité du lien à la satisfaction globale. On s'aperçoit ici que l'expérience, elle repose aussi bien sur des facteurs tangibles, des éléments de l'offre, des prestations payantes, mais aussi des éléments intangibles, des éléments non payants, des prestations non payantes, mais qui concourent très fortement à la qualité d'expérience. Et c'est le cas notamment des deux premiers critères. Le sentiment de sécurité, l'accueil de la population locale sont des critères clés qui pèsent très lourd en réalité dans l'expérience des visiteurs, devant les fondamentaux du tourisme que sont les hébergements, la restauration ou l'offre de culture et de patrimoine. Les destinations les plus performantes du point de vue de l'expérience sont celles qui parviennent à bien maîtriser l'ensemble des points de contact
entre la destination et ses clientèles touristiques et à proposer une offre qui est cohérente sur tout le parcours visiteur. Les résultats que je vais vous montrer, ils s'appuient sur des indices de compétitivité qu'on appelle les indices TravelSat Index, qui reposent sur un score modélisé. Tous les critères qu'on évalue dans l'étude, la soixantaine de critères que j'ai présentés précédemment, sont évalués sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la notation la plus élevée, qui exprime le niveau de satisfaction le plus élevé. Et on va valoriser plus justement les avis extrêmes, c'est-à-dire ceux qui notent 9 ou 10, ou à l'inverse, ceux qui sont très déçus et qui notent 1 à 4. Pourquoi? Parce que ce sont sont les notes qui pèsent le plus lourd dans la réputation d'une destination. Alors, ça donne des indices qui peuvent varier de moins 50 à 400. On considère qu'on a généralement des niveaux de qualité perçus qui sont acceptables simplement au-delà de 100 points. On commence à dépasser les niveaux des attentes au-delà de 150 points. Puis on peut avoir, quand il y a des problèmes de qualité manifestes, des indices inférieurs à 100, voire négatifs. Ce n'est pas le cas ici en Centre-Val de Loire, mais ça peut arriver. Gardez à l'esprit que ça sert avant tout de critères de benchmark avec des normes de référence. Emmanuel, Alors, Emmanuel, voilà, le président Bono est arrivé. C'est parfait. Je propose comme ça de lui laisser la parole avant que vous puissiez continuer la présentation. Président. J'aurais terminé le propos introductif. Bien, merci beaucoup. Désolé d'avoir peu de retard pour vous rejoindre. Les journées sont vraiment trop courtes. Je ne sais pas pourquoi il a été décidé de les limiter à 24 heures et dans chaque heure à 60 minutes. On aurait mis 75 minutes et quelques heures supplémentaires. Ça aurait quand même été beaucoup plus facile pour nos responsabilités, vous ne trouvez pas? Non, je viens à des choses plus sérieuses. Vous dire combien ça nous paraît important que cette enquête TravelSat qui a été commandée par le CRT puisse être partagée. D'abord, on ne conduit bien que des actions qui sont à la fois expertisées dans leurs effets, qui sont partagées dans leur évaluation, de manière à ce que nous puissions, dans les actions à conduire au-delà, trouver des synergies. Si on n'a pas de partage des diagnostics, c'est très difficile de trouver un partage de l'action. Donc, sur le plan méthodologique, ça nous paraissait très important de nous retrouver tous ensemble pour ce moment de partage et d'échange. Moi, je veux saluer en particulier les offices, les agences d'attractivité, les acteurs dans leur diversité qui, d'abord, ont permis de produire l'ensemble de ces données et d'en faire une analyse. Et puis, bien évidemment, les remercier pour l'esprit qui les anime. Je suis persuadé que notre région, quand je dis notre région, il ne s'agit pas d'institution, notre territoire a toujours à gagner et gagne toujours à chaque fois que nous travaillons ensemble avec des visions partagées. Vous dire que dans ce qui est expertisé, il y a une année de laquelle on sort qui est vraiment en demi-teinte, s'agissant de l'année 2024, parce qu'elle a été percutée par plein de choses et par un climat très défavorable, alors qu'on a beaucoup de tourisme qui se partage en extérieur. On a été percuté par des échéances électorales malvenues, parce que ça venait consommer des week-ends intéressants. Ça a été percuté bien évidemment par des effets des Jeux Olympiques dont il était extrêmement difficile de percevoir véritablement les enjeux en profondeur. Pour autant, notre région, quantitativement, s'en tire très correctement et nous avons, en fonction des enquêtes, je le disais, à décider ensemble d'un certain nombre d'évolutions à partir de l'endroit où nous trouvons. Moi, je veux simplement vous dire que il y a dans la montée en puissance du tourisme sur tous nos territoires
un développement et quantitatif et qualitatif et de nature extrêmement important s'agissant de l'hébergement. Je crois qu'on a une affirmation de ce que sont nos atouts les plus grands, mais aussi les plus ténus, les plus fragiles, et qu'on est en train de faire système en termes d'attractivité touristique progressivement, et que c'est absolument fondamental. Ça m'a vraiment ravi, parce que je ne m'attendais pas à ce que cela soit souligné à ce point. Ça m'a vraiment ravi que nos visiteurs, nos touristes reconnaissent la qualité de l'accueil dans à peu près tous les segments qui sont les segments qui font tourisme, et ça montre que les professionnels temps plein, comme les professionnels qui consacrent une partie de leur temps à l'accueil des touristes, le font avec finalement des valeurs, une bienveillance, une volonté de porter notre territoire à travers une manière d'être aux autres qui est très, très reconnue. On a dans beaucoup de domaines des atouts qui sont en forte évolution. Je pense bien évidemment au vélo, mais je pense aussi à l'animation de nos villages, de nos sites patrimoniaux à partir de la création. On a des points sur lesquels on voit la nécessité de poursuivre le travail. Je pense au point de la restauration. Nous devons travailler avec vous pour savoir exactement où sont les marges de progrès, mais en tous les cas, une étude utile dès lors qu'elle est partagée, et qu'elle n'est pas partagée pour culpabiliser Pierre ou Paul ou l'ensemble, mais au contraire pour nous renforcer à faire encore mieux demain. Donc, très heureux d'être dans ce moment de partage. Merci à vous. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Président. Emmanuel, je vous propose de présenter maintenant les résultats. On a eu la méthodologie et puis on va pouvoir, voilà, on voit votre écran. Pas encore. Parfait. Voilà, je vous repasse la parole. Merci. Merci Claude, merci Monsieur le Président. Effectivement, on avait terminé la partie introductive de présentation de l'étude, donc il est temps à présent de rentrer dans le vif du sujet à travers les résultats de perception des visiteurs. Et on va démarrer avec une première thématique clé, importante évidemment à l'égard d'un séjour, c'est les hébergements. Alors je vais faire un peu de pédagogie sur ces premiers résultats, et puis les autres verticaux sont construits de la même manière. Alors cette diapositive présente les résultats d'indices de compétitivité pour la région Centre-Val de Loire dans les bulles colorées avec les indices sur 3 indicateurs: la qualité générale, l'accueil du personnel dans les hébergements et le rapport qualité-prix des hébergements. Et on va comparer ces scores à plusieurs niveaux. D'une part, vis-à-vis des normes, des 2 normes retenues, la norme France, qui est située à la fois tout en bas et matérialisée par un pointillé horizontal sur l'axe de présentation des résultats, la norme concurrence, donc sur un périmètre resserré de destinations qui sont en concurrence plus frontale avec le Centre Val de Loire, et puis également, vous voyez qu'on indique pour chaque indicateur les valeurs minimales et maximales obtenues au sein de la base de données sur l'ensemble des 13 grandes régions françaises métropolitaines. Ça donne idée de la dispersion des scores sur chacun des indicateurs pour se dire, au-delà d'une comparaison à une moyenne agrégée, est-ce qu'on est plutôt près des valeurs maximales ou à l'inverse plutôt près des valeurs minimales. Et puis on cite également le best in class, c'est-à-dire la région française la plus performante sur une thématique, de façon à se donner des points de référence. Et puis c'est toujours intéressant à regarder. On ne le fait pas dans le sens inverse, on évite le naming sur les mauvais élèves sur certains aspects. C'est toujours intéressant en tout cas d'avoir cette dynamique. Et puis dernier point de pédagogie, vous avez les évolutions des scores en indice pour le Centre Val de Loire en comparaison à l'édition 2017 de cette même étude mesurée avec la même méthodologie pour évaluer un certain nombre de progrès. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette thématique des hébergements? On a une évaluation
évaluation qui est favorable, hein, vous le voyez, en centre Val-de-Loire, aussi bien sur le plan de la qualité générale avec un indice qui est à 242 points, qui a nettement progressé par rapport à l'édition 2017. Il y a eu un engagement de la filière sur des infrastructures de qualité ou via des démarches aussi probablement de labellisation qui portent leurs fruits. On se situe au-dessus en qualité générale à la fois de la norme France et de la norme concurrence. Mais c'est surtout sur l'accueil du personnel, ça vient d'être souligné par le président, l'accueil du personnel par les professionnels du tourisme, en l'occurrence dans les hébergements, où on voit un score ici qui est tout à fait intéressant à 280 points, qui flirte avec la valeur maximale qui, elle, est établie à 290, vous le voyez, et c'est nos amis et voisins bretons qui caracolent ici en tête sur ce critère. Il en résulte un bon rapport qualité-prix qui est concurrentiel, qui est là aussi assez nettement au-dessus des normes de comparaison, qu'il s'agisse de la norme France ou de la norme concurrence. Thématique favorable en Centre Val-de-Loire, sans aucun doute. Alors c'est plus critique, c'est un peu plus difficile pour la thématique de la restauration, ça a été évoqué rapidement également, mais il y a plusieurs critères sur lesquels il y a encore des marges de progression possibles, à la fois sur la qualité générale de la restauration, où on voit un indice qui se situe à 188 points, hein, qui est en dessous à la fois de la norme France, une quinzaine de points, mais surtout quand on se compare à la concurrence plus resserrée, hein, on a plus de 30 points d'écart sur la qualité générale, avec, c'est vrai, des destinations qui ont une forte identité sur le plan culinaire aussi, hein. On parle de l'Alsace, de destinations aussi dans le sud-ouest, si on pense à la Dordogne, au Périgord, qui font partie des normes de comparaison, qui ont de très fortes identités en la matière et qui performent là aussi très bien. Qualité générale en retrait, variété de la cuisine locale, c'est le cas aussi, avec un indice à 167. Avec Paris, Île-de-France qui est la région qui propose la plus grande variété ou diversité sur cet élément. Et en revanche, on va retrouver, comme c'était le cas dans les hébergements, l'accueil du personnel qui fonctionne très bien avec un indice de 218 et un rapport qualité-prix, bon an mal an, qui arrive à se hisser au niveau, hein, de la norme concurrence qui est située à 160 points. Hein, donc on est dans l'épaisseur du trait. On arrive d'une certaine façon à compenser par l'accueil humain dans les restaurants, à compenser finalement une qualité qui est perçue en deçà des normes de comparaison. Donc c'est une filière sur laquelle il reste du travail à faire pour engager les professionnels, et c'est un public qui est toujours difficile à engager, mais les engager vers des démarches, là aussi, pourquoi pas qualité tourisme, qui va devenir destination d'excellence, vous savez, avec de nouveaux référentiels, mais en tout cas là, sur la manière de professionnaliser encore et améliorer l'ensemble de la thématique. Si on passe à présent au transport... Est-ce que je peux vous poser une question sur la notion de variété, parce que ça peut avoir différentes significations. Ça peut être l'expression de touristes venant de pays qui ont des traditions alimentaires très différentes et qui ne vont pas retrouver la cuisine de leur pays suffisamment nanana. Ça peut être une faible diversité sur les modalités du repas. Sur les modalités du repas. Ça peut être aussi une assez faible diversité, même en partant d'une cuisine assez traditionnelle, mais d'une assez grande diversité sur la manière de transformer les produits. Vous avez des éléments qui vous permettraient de répondre à cela ? C'est l'ensemble, hein, de ces éléments. Et puis, il y en a un autre qui est aussi... qui sont aussi les grands plats signatures d'un territoire ou d'un terroir qui sont emblématiques d'une destination et qui participent, quand il y en a
plusieurs, avec une assez forte notoriété, à travailler cette dimension et cet item qui est lié à la variété de la cuisine locale. On parle bien de la cuisine locale. Hein, donc c'est important dans l'esprit des visiteurs d'avoir des plats qui, quelque part, signent l'appartenance à un territoire et à une localité. Et c'est probablement là où, dans l'esprit des visiteurs, si on leur demande après leur séjour d'évoquer des plats typiques La dont signature, donc ils ont pu expérimenter au cours de leur séjour, où ils vont ouais. être un peu secs probablement Mais ici en revenant de la région. merci beaucoup. Je vous en prie. Sur la thématique des transports à présent, alors on a ici plusieurs critères qui sont évalués, en particulier donc la facilité d'accès au transport public, qui est jugée de manière très conforme à ce que l'on peut observer sur l'ensemble de la France, mais plutôt supérieure à la norme concurrentielle, plus 27%, plus 27 points. On a, il ne faut pas oublier, hein, bien sûr, dans la norme France, Paris-Île-de-France pèse assez lourd en la matière et détient d'ailleurs le score le plus élevé sur cette dimension. L'accueil du personnel dans les transports publics fonctionne très bien, 167 points, là où les scores en France sont plutôt bas en la matière, à hauteur de 88 en indice ici de compétitivité. Le prix des transports publics, lui, est très bien évalué. C'est d'ailleurs le score le plus élevé obtenu hein, ici en France. Donc, rien à dire de ce point de vue. C'est vraiment très bon. Sur les services de taxi, vous voyez ici qu'on se situe un peu en dessous la norme de référence. Il faut savoir que c'est un item sur lequel c'est très difficile d'être performant. Hein, vous dites rarement que en revenant d'une destination, vous êtes très satisfait des services de taxi. Par contre, vous allez le relever simplement s'il y a eu des difficultés, notamment de disponibilité. Mais pour autant, c'est là où les points de comparaison sont absolument essentiels. Avec un indice de 51, on est au niveau de la norme concurrence qui se situe à 49 points. Donc, il n'y a pas de problème véritable en la matière. La norme France, elle est tirée encore une fois par Paris, Île-de-France et la disponibilité simplement de l'offre qui est très forte. Si on continue avec les critères de transport, sur la facilité de parking, on a ici des éléments qui sont favorables. Sur l'infrastructure routière, c'est le cas aussi. L'accueil dans les points d'entrée, c'est dans les gares essentiellement, hein, là aussi, avec un indicateur à 160 points, 180 points sur l'orientation des visiteurs. Donc on a des critères qui performent bien sur cette thématique des transports, qui sont autant d'éléments de contexte qui rendent un séjour plus facile hein, d'une certaine façon. On diminue les facteurs de stress liés au déplacement, que ce soit pour rejoindre la destination ou que ce soit une fois sur place. Un critère qui se situe alors plutôt sous la norme France, mais au-dessus de la norme concurrence, c'est l'accès à l'aéroport, où on voit ici qu'on est en retrait de 19 points par rapport à la norme France. Il faut tempérer un petit peu cela, puisque par ailleurs, on peut s'interroger notamment sur des clientèles internationales qui viennent en séjour dans la région. Hein. Elles peuvent penser aussi, quand on leur parle de l'accès à l'aéroport, elles peuvent encore avoir en point de référence un aéroport parisien en réalité. Hein. Donc évidemment avec un peu plus d'éloignement. Sur les activités culturelles et de loisirs, si on continue dans l'ensemble des thématiques, on arrive sur une thématique où on a ici des résultats qui sont favorables pour le centre Val-de-Loire. C'est une thématique qui est globalement dominée par Paris, Île-de-France, mais on a une évaluation favorable, en particulier sur la qualité des visites guidées, des excursions. C'est pratiquement 100 points de décalage. Donc c'est important, c'est un élément qui est marqué. Les parcs de loisirs, les parcs à thème, la variété des offres proposées, la qualité des spectacles culturels, hein, vous le voyez avec un indice ici qui est à 178 points. On n'est pas très éloigné de Paris-Île-de-France qui est à 201 points. Un bémol, cependant, qui est relevé ici, et c'était déjà le cas en 2017, et qui concerne la vie nocturne, vous le voyez, avec un indice qui est plus faible que ce qu'on observe à l'échelle française, mais même par rapport à la norme concurrentielle resserrée, hein, on a 10 points de moins, là aussi, on est un peu en retrait, ce qui peut être un peu pénalisant sur certains segments de visiteurs, des gens qui viennent sur des courts séjours et qui veulent pouvoir profiter de la destination
aussi en soirée ou sur certains segments. On pense aux jeunes, mais pas que. La vie nocturne, ça ne concerne pas que les jeunes. Et de fait, ça pose la question, bien sûr, de l'information des visiteurs en séjour pour pousser de l'information et, même quand ils ne le demandent pas, à expliquer ce qu'il y a à faire autour de soi en soirée, de façon à éviter l'écueil d'une perception d'absence de vie nocturne autour de son lieu de séjour. Sur le patrimoine historique, alors ça ne va pas vous surprendre probablement, mais vous dominez la thématique de manière assez nette, à la fois pour ce qui concerne la richesse du patrimoine historique, avec un indice qui a 349 points, particulièrement élevé, la valorisation, l'entretien, la maintenance des sites, là aussi plus de 300 points, l'accueil du personnel au sein des sites, 313 points, on est sur des niveaux qui sont extrêmement élevés, qui l'étaient déjà en 2017, qui le sont encore plus. C'est un temps long, hein, 2017-2024, mais on a gagné 40, 50, 60 points sur chacune de ces dimensions, sans pour autant se faire sanctionner sur le prix des entrées, hein, des billets dans les musées ou dans les sites ou dans les châteaux, indice qui est situé à 119. Idem sur la gestion des flux, la foule, l'attente, la cohabitation entre les visiteurs. Là aussi, on a un indice qui est à 198 points. C'est vraiment un sans faute sur la thématique. Ça fait partie de l'ADN concurrentiel, je dirais, de la région. Et on vous choisit aussi beaucoup pour ça, hein. Dans l'enquête, on demande quelles sont les motivations. La première, elle est dans la découverte du patrimoine historique. C'est 36%, hein, des répondants qui vient pour découvrir ce patrimoine en centre Val-de-Loire. Sur la thématique du shopping à présent, c'est une thématique qui pourrait progresser encore dans le centre Val-de-Loire. La diversité, notamment de l'offre, fait un peu défaut probablement. Alors, on recouvre ici, quand on parle de shopping, c'est à la fois ce qui peut être de l'ordre de la maroquinerie, du vestimentaire, mais c'est aussi tout ce qui concerne l'artisanat, les souvenirs, tout ce qui peut être acheté pour ramener d'une destination qui peut être là aussi fortement associée à un terroir, à une localité, hein, et où on sent que l'offre est tout juste au niveau de ce point de vue-là. Les rapports qualité-prix sont plutôt bons. À 102 en indice, on est sur le haut de la fourchette. L'accueil dans les magasins, lui aussi, est correct, comme dans l'ensemble des verticaux, hein. Vous l'avez vu, l'accueil humain, ces valeurs humaines, elles sont bonnes vraiment en centre Val-de-Loire. Sur les amplitudes horaires, on est un peu juste, à 161 points. On est à peu près au niveau des normes. Et la France, d'une manière générale, hein, est assez peu performante en la matière. Il y a des contraintes naturellement réglementaires aussi qui s'appliquent, mais quand on compare les scores de la France à d'autres destinations européennes, hein, on a des scores sur les amplitudes, les jours et les heures d'ouverture des magasins qui sont un peu justes. Sur l'artisanat local et les souvenirs, à 158 points, on est un peu en dessous, hein, de la concurrence, avec des régions qui se démarquent. Alors c'est un peu le cas de la Bretagne, qui est il y a une identité très forte, mais c'est aussi le cas de la région Grand Est, par exemple, hein. Dans la concurrence, on a sélectionné l'Alsace, évidemment. L'artisanat, c'est un gros point. Il y a les marchés de Noël, donc ça génère beaucoup de flux. Donc, il y a une thématique qui est fortement travaillée sur le shopping par rapport à l'identité. Passons à présent à l'information touristique et aux services numériques des visiteurs. Comment est-ce qu'on peut accompagner les visiteurs en séjour? On a un maillage territorial qui est bon sur l'ensemble de la région, une efficacité du personnel qui est à souligner, donc les lauriers vous reviennent, vous professionnels. L'efficacité du personnel, regardez l'indice, hein, 259 points, on est très largement au-dessus de la norme France qui se situe 100 points dessous, hein, 155 pour la norme France sur ce critère. Jour et horaire d'ouverture fonctionne bien, de même que l'information numérique. Tous les critères sont bons et c'est un élément sur lequel vous pouvez véritablement vous appuyer. Et quand bien même il y a eu des recrutements qui ont été effectués en partie par des offices de tourisme, donc on peut se dire peut-être il y a une influence sur cet aspect, eh bien non, hein. Quand on plafonne cette source à ce qu'il y a également dans les normes de comparaison, on perd 10 à 15 points, mais on reste très largement au-dessus des normes de référence. Donc il y a
accueil de grande qualité, une information touristique de grande qualité. Et c'est là aussi où on peut s'appuyer pour travailler certains aspects. On peut penser à la vie nocturne sur les offices de tourisme pour relayer l'information et pousser l'information vers les visiteurs. Sur les dimensions qui sont liées à l'environnement, à présent, on a ici des scores qui sont plutôt bons, 289 points. Alors, ce n'est pas les scores les plus élevés pour ce qui concerne la beauté des paysages, 371 points en Bretagne, c'est à peu près le cas aussi en Corse, hein, qui a des scores qui sont plus proches des 350 points. Néanmoins, ça reste honorable. Et puis, on a des scores qui sont bons, là encore, sur ce qui rend un séjour agréable autour, hein, sur des prestations autour. Mais la propreté des rues, que ce soit en ville ou hors ville, elle est bonne. La maîtrise aussi de l'urbanisme, la qualité de l'architecture, on a des éléments qui sont plutôt favorables aussi, avec des notations qui sont bonnes en centre Val-de-Loire. Je reviens sur deux critères, notamment dont j'ai parlé au départ. Souvenez-vous, dans ce classement des éléments qui tirent et qui contribuent le plus à la qualité d'expérience, c'est l'accueil des locaux et le sentiment de sécurité notamment. Et là, vous voyez hein, que l'accueil des locaux est particulièrement bon. Ce n'est pas que le fait des professionnels du tourisme, mais avec 232 en indice, on a des résultats qui sont favorables. La facilité de communication, et ce n'est pas qu'une affaire de maîtrise des langues, hein, la facilité de communication, c'est aussi une attitude d'aide vis-à-vis des visiteurs pour renseigner, orienter des visiteurs qui demandent leur chemin. C'est toute une posture aussi et d'ouverture aux autres, et le tourisme permet cela et d'exprimer cela. Le sentiment de sécurité, il est bon, là aussi, 264 points. Alors, il peut y avoir des nuances en fonction des territoires, des zones infra, mais dans l'ensemble, on a des résultats qui sont bons sur ces grands leviers hein, de l'expérience des visiteurs. Alors, si on essaie de manière très résumée de positionner chacun des items sur ce type de graphique qui croise deux informations. Hein. D'une part, la performance concurrentielle par rapport à la norme France, c'est-à-dire est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la norme France sur l'axe vertical, et puis quelle est la contribution de chacun de ces facteurs à la satisfaction à travers des indices de corrélation. Et ça permet hein, de résumer l'information avec 4 grands cadrans. En haut à droite, ce qu'on appelle les gènes concurrentiels, c'est vraiment là où on est meilleur que la concurrence, et ça tombe bien parce que c'est des leviers clés pour la satisfaction. On va retrouver ici l'accueil des locaux, le sentiment de sécurité, la propreté, l'environnement, l'information des visiteurs, les rapports qualité-prix, que ce soit dans les hébergements ou la restauration, c'est pas rien, l'urbanisation, l'architecture. Deuxième cadran, ce qui permet aussi de différencier une destination. Pourquoi? Parce que ce sont d'autres éléments sur lesquels vous êtes performant, c'est moins moteur, mais ça fonctionne bien. C'est notamment les parcs de loisirs, les parcs à thème, la facilité de parking, le prix des transports publics, l'infrastructure routière, l'orientation des visiteurs, les spectacles culturels, tout ça fonctionne bien. Améliorer en priorité, hein, parce que là on est sous-performant par rapport à la norme et c'est un élément assez moteur, c'est la qualité, la variété de la restauration, on l'a dit tout à l'heure, hein, qui mériterait progresser. Et puis on a enfin d'autres critères qui mériteraient progresser, qu'on décrit en sémantique comme à surveiller. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas essentiels à la qualité d'expérience, mais s'ils le devenaient demain, dans les grandes tendances touristiques, alors la région est plutôt en dessous des normes. C'est le cas sur certains aspects du shopping, notamment sur la vie nocturne, où on l'a vu aussi très légèrement sur les services de taxi. Mais il y a un élément qui est frappant ici, hein, c'est que vous avez d'une certaine façon la chance d'être performant sur les éléments qui comptent le plus, d'une certaine façon, qui sont les plus moteurs de la satisfaction. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à des indicateurs de performance au global qui fonctionnent bien. Si on prend 4 indicateurs, la satisfaction globale à l'égard du séjour, le rapport qualité-prix du séjour et l'intention de recommandation, sur ces 3 premiers, on va avoir des indicateurs qui sont favorables à la région Centre-Val de Loire, vous le voyez, avec 34 points de plus sur la satisfaction générale par rapport à la norme France, 21 points par rapport à la norme concurrentielle. Les rapports qualité-prix sont eux aussi bien perçus. On fait la différence ici, hein, plus 50 points par rapport à la norme France, qui est un peu pénalisée par Paris-Île-de-France, mais quand même 17 points au-dessus de la norme concurrentielle. Et l'intention de recommander la destination, qui est évaluée ici à travers
un indicateur qui s'appelle le NPS, le Net Promoter Score, que vous connaissez peut-être, qui n'est pas spécifique à l'industrie du tourisme, hein, mais qui est un indicateur qui permet de mesurer l'attachement à des marques, en l'occurrence à des destinations touristiques. L'indicateur se positionne à 59. Comment ça fonctionne? On prend la part des promoteurs, ceux qui notent 9 et 10 dans la capacité à recommander la destination, et on soustrait les détracteurs, ceux qui notent de 0 à 6. Cet indicateur, hein, on voit bien ici qu'on a affaire à une belle marque, hein, Centre Val de Loire, 59 ici, 41 en moyenne en France et 53 sur la norme concurrence qui s'en rapproche ici. On gagne quand même, on a 6 points de plus hein, sur cet indicateur de recommandation. Donc on a une belle expérience et on recommande volontiers, quand on est visiteur et qu'on revient d'un séjour, la région Centre Val de Loire. Pour autant, si on commente le dernier indicateur, l'intention de revisite, on voit ici qu'on est plutôt en léger retrait par rapport aux normes de comparaison, moins 2 points sur la comparaison à la norme France et moins 5 points par rapport à la norme concurrentielle. Donc il y a d'une certaine façon une petite déception de ce point de vue en se disant mais tiens, on a du mal à transformer cette très bonne expérience visiteur en intention de revisite. Alors, il peut y avoir plusieurs explications à cela. Ça réside en partie dans la motivation hein, du séjour qui est très centrée en fait sur la découverte du patrimoine historique de la région et qui, de fait, une fois que ce patrimoine est vu, il faut pouvoir donner des intentions, donner de bonnes raisons de revenir naturellement sur le territoire. On a vu aussi qu'il y avait une part de primo-visiteurs, de gens qui viennent pour la première fois, qui est un peu plus élevée qu'ailleurs. Et de fait, on sait que c'est parmi les repeaters, ceux qui reviennent sur un territoire, que les intentions de séjour sont là aussi les meilleures. Et puis ne pas oublier que l'intention de revisite, c'est l'indicateur qui est le moins relié à la satisfaction en réalité. Hein. Vous pouvez avoir des expériences moyennes dans une destination, si on prend les scores de satisfaction de Paris-Île-de-France par exemple, et pour autant les intentions de revisite sont excellentes, sont très élevées. Pourquoi? Bien simplement parce que vous allez y retourner pour des raisons affinitaires ou simplement pour des raisons professionnelles. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que vous allez retourner en région parisienne, alors même que peut-être votre expérience était plutôt moyenne. Hein. Donc il faut avoir de la distance par rapport à cet indicateur, mais il faut quand même le prendre comme un enseignement ici sur attention à bien nourrir un agenda, donner des raisons de revenir pour travailler cet indicateur et bien capitaliser sur les expériences qui, elles, sont vraiment des atouts pour la région. Si vous me permettez, sur ce point-là, qui est quand même assez interpellant, moi j'ai deux réflexions. La première, c'est que quand vous êtes un adepte de la plage, des 15 jours dans le Midi, comme on dit, même si c'est dégueulasse à la Grande Motte, vous allez retourner à la Grande Motte. Parce que la serviette de plage, c'est vraiment... Alors que, et si vous êtes un adepte de la montagne, même si vous allez vous déplacer, mais vous allez revenir en montagne, vous allez retourner dans les Alpes, etc. Donc il y a l'objet même du tourisme induit, et vous le disiez, hein, induit un comportement ou non de fidélité. Le deuxième sujet, c'est la conséquence de ça. On peut l'expliquer, mais pour autant mettre en place des stratégies qui vont compenser. Ça veut dire que nous avons l'obligation, beaucoup plus que d'autres, d'aller chercher ces nouveaux publics de manière permanente. Exactement. D'aller vers ces publics. On a besoin chaque année d'un grand nombre de nouveaux visiteurs. Donc, la communication vers l'extérieur et l'attraction du message à l'extérieur doit vraiment être très fortement entretenue. Je pense que c'est un des enjeux. Et puis, peut-être, alors est-ce que, parce qu'on a assez, je ne sais pas si personnes qui sont en ligne là, moi j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah mais on est allé chez toi, on avait fait la Loire à vélo de là à là, on y est revenu 2 ans plus tard parce qu'on a certainement des objets qui peuvent, s'ils sont bien présentés, appeler des répétitions. Donc il faut travailler sur les nouveaux publics et créer de la fidélité. »
C'est de la récurrence, exactement. Oui, oui, c'est un des points, effectivement, que je vais aborder dans ce propos conclusif, mais ça le recoupe pleinement, hein. Je souscris à 100%. Alors, si on veut se résumer les choses de manière très rapide pour clôturer, que chacun reparte avec les idées les plus claires possibles, on a balayé les résultats ensemble et on voit des résultats qui sont favorables sur quand même beaucoup de thématiques. Il y a des grands domaines d'excellence, vous les connaissez naturellement, mais patrimoine historique, bien sûr, je ne reviens pas dessus. Sur l'offre culturelle et de loisirs, on l'a vu. La qualité des hébergements, et ça c'est un élément qui est un peu nouveau par rapport à 2017 où c'était un peu plus mitigé de ce point de vue-là. L'accueil du personnel dans tous les verticaux, il est franchement à souligner. Et puis, il y a d'autres éléments qui participent à l'expérience générale, qui font un séjour qui est agréable pour les visiteurs, la facilité d'accès, la position aussi hein, simplement géographique de la destination, c'est cité dans des questions ouvertes notamment, l'infrastructure routière, la facilité de parking, la signalétique, l'information des visiteurs, la propreté, le sentiment de sécurité, les prix pratiqués qui semblent, je dirais, raisonnable, c'est toujours trop cher hein, pour des visiteurs dans les enquêtes d'opinion, mais quand on les compare avec d'autres destinations, la perception du prix juste, si on prend l'exemple des transports publics, c'est manifeste. Après, il y a certains aspects du parcours qui peuvent encore progresser, et c'est bien normal, il y a toujours des zones de progrès. L'intérêt, c'est de se mettre sur le chemin de la compétitivité. C'est en matière de restauration pour essayer de faire progresser la variété de la cuisine locale. Il y a aujourd'hui un intérêt peut-être limité ou une absence de plats emblématiques, en tout cas assez forte, et ça peut passer par des stratégies pour valoriser l'offre culinaire, mettre en place des partenariats avec des producteurs, avec des chefs, développer des parcours gastronomiques, accueillir des festivals culinaires, tout ce qui va mettre en avant la cuisine locale, les spécialités. Ça peut passer aussi par la modernisation d'établissements, l'engagement d'un certain nombre d'entre eux et de la filière dans des parcours de certification, de labellisation. Je parlais de destination d'excellence tout à l'heure. Voilà, il y a des leviers d'action pour essayer de faire progresser cette thématique en mobilisant les partenaires et la filière. Deuxième aspect sur la vie nocturne, cette perception de moindre animation ou d'opportunités en soirée et qui peut nuire à l'attractivité générale pour certains segments. Ça veut dire dynamiser, proposer par exemple des marchés nocturnes, des spectacles ou des sites culturels ouverts en soirée. C'est sûrement déjà le cas et ça va dans la bonne direction. Ça passe aussi par l'information beaucoup des visiteurs parce qu'on se rend compte bien souvent que en réalité il y avait des choses mais on n'avait pas forcément l'information au bon endroit au bon moment. C'est tout l'enjeu hein, sur ce type de sujet et ça passe aussi par la mise en avant des lieux, des quartiers, des bars, des restaurants, des animations en poussant cette information même si elle n'est pas demandée au comptoir nécessairement d'un office de tourisme mais parce que vous savez que sinon la perception elle risque d'être un peu juste sur ce type de critères. Dernier point, le shopping avec peut-être des opportunités qui semblent un peu plus restreintes qu'ailleurs, moins de diversité perçue, un artisanat local qui est pas forcément très fortement identifié. Donc ça peut être une filière à travailler là aussi, qui est clé souvent pour la consommation touristique, favoriser les retombées aussi pour les commerces et les acteurs sur vos territoires. Et ça peut passer par la promotion de l'artisanat local, la mise en avant des produits dans des marchés d'artisans, dans des boutiques thématiques, par exemple. Et puis il y a le dernier point, celui qui vient d'être commenté effectivement sur ces intentions de revisite qui appellent effectivement des stratégies pour donner des motifs de revisite et développer la fidélité à travers la valorisation le plus possible de la variété des activités et des territoires qui sont complémentaires. Et c'est déjà le cas sur notamment vos supports web. Hein. On voit bien que cette complémentarité, vous cherchez à la jouer beaucoup. Ça passe par l'organisation d'événements, d'un agenda qui est bien nourri pour créer des rendez-vous incontournables. Et puis, ça passe aussi par le soutien à l'innovation. L'innovation, c'est une manière de surprendre les visiteurs, de toujours donner l'impression qu'on n'a pas tout vu d'une certaine façon et de créer des rendez-vous récurrents avec des offres qui sont sur mesure. Et ça ira dans la bonne direction pour bien transformer des premières visites
avec derrière de la fidélité et des revisites. Voilà pour les messages principaux que je voulais vous passer ce matin, ce midi, de manière très condensée et très résumée. Bien sûr, il n'y a pas l'exhaustivité des résultats qui vous ont été montrés, mais en tout cas, ça vous donne la teneur des bons résultats obtenus en Centre Val-de-Loire. Je vous remercie vivement pour votre attention et puis je me tiens à votre disposition naturellement à présent pour ouvrir un temps d'échange, prendre peut-être vos réactions sur ces résultats, ce qui confirme peut-être certaines de vos intuitions, certains éléments qui peuvent vous surprendre aussi. En tout cas, c'est intéressant de vous entendre. Merci à vous. Merci à vous, vraiment et très sincèrement, pour à la fois le travail qui a été